Je n'avais jamais compris comment on pouvait annuler un mariage ou ne pas venir au dernier moment. Un mariage, ce n'est pas une décision prise sur un coup de tête. On ne se réveille pas un matin en se disant qu'on va se marier, c'est quelque chose qu'on prépare, qu'on réfléchit, auquel on s'engage. Mais je me trompais. On peut ne pas venir au mariage. Et parfois, on n'a pas le choix. C'est exactement ce qui m'est arrivé. 2 semaines avant de remonter l'allée centrale, j'ai découvert que ma fiancée me mentait. Pas un petit mensonge, la tromperie. Celle qui vous fait vaciller, celle qui remet tout en question. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas annulé le mariage. À la place, j'ai préparé quelque chose dont elle se souviendrait toute sa vie. Puis, au moment venu, j'ai disparu. Pour toujours. Je m'appelle Antoine Dubois, et jusqu'à 2 semaines avant mon mariage, je pensais que tout était sous contrôle. J'ai 32 ans, né et élevé à Lyon. Je travaillais comme chef de projet chez Berger & Fils, l'une des plus grosses entreprises de construction commerciale de la région. On ne construisait pas des pavillons ou des centres commerciaux, on construisait le paysage urbain. Immeubles de grande hauteur, stades, programmes immobiliers à plusieurs millions d'euros. Si vous êtes allé à Lyon, vous avez vu nos réalisations. Je ne me contentais pas de bien gagner ma vie, j'étais en pleine réussite. J'avais un salaire à 6 chiffres, un Peugeot 3008 hybride fourni par l'entreprise, un bureau en centre-ville avec baies vitrées du sol au plafond, et une réputation de celui qui fait avancer les choses. Mon métier était rythmé, compétitif, stressant, mais j'aimais ça. Je savais où ma vie allait. Et puis j'ai rencontré Camille Moreau. C'était le genre de femme qu'on ne remarquait pas simplement, on ressentait sa présence avant même qu'elle parle. On s'est rencontrés au bar des Capucins, un bar du Vieux-Lyon, pendant la soirée d'enterrement de vie de garçon de mon pote Julien. Elle est entrée comme si le lieu lui appartenait, cheveux blonds parfaitement ondulés, yeux verts perçants, talons qui claquaient sur le parquet comme si elle avait un rendez-vous important. Je me souviens d'avoir donné un coup de coude à Julien. « C'est qui, elle ?»« Elle vend de l'immobilier de luxe », m'a-t-il répondu. « Neuilly-sur-Seine, mais elle bosse beaucoup sur Lyon. Des appartements à plusieurs millions. » Camille était le genre de femme qui poussait un homme à se surpasser. Confiante, intelligente, charismatique, le type qui pouvait vendre un pantouse à quelqu'un venu chercher un 2 pièces. Elle avait ce talent-là. Et elle savait vous faire sentir que vous étiez la personne la plus importante de la pièce. Cette nuit-là, on a parlé pendant des heures. Elle riait à mes blagues nulles. Posait des questions sur mon travail comme si ça l'intéressait vraiment. Me faisait sentir que j'étais quelqu'un qui valait la peine d'être connu. À la fin de la soirée, j'étais accro. On est sortis ensemble 1 an avant que je fasse ma demande. Je l'ai fait bien, au restaurant Paul Bocuse, salon privé, bague solitaire quartier commandé spécialement à Paris. Je n'avais jamais dépensé autant pour quelque chose d'aussi petit, mais pour elle, ça valait le coup. Elle a pleuré en la voyant. A dit oui avant même que je finisse mon discours. M'a embrassé comme si j'étais son univers entier. Et comme ça, mon avenir était tracé. Les 12 mois suivants ont été consacrés aux préparatifs du mariage. Les détails ne m'intéressaient pas trop, alors je les laissais gérer. Elle a choisi le lieu, le parc de la Tête d'Or, à Lyon. Chic, cher, exactement le genre d'endroit qu'elle voulait. La liste des invités était interminable, agents immobiliers, promoteurs, gens de son milieu. J'ai signé les chèques et je suis resté en retrait. Tout se passait comme prévu. Puis, 2 semaines avant le grand jour, j'ai trouvé le ticket de caisse. C'était une soirée ordinaire. Je venais de rentrer du travail, encore en polo Berger & Fils, j'enlevais mes chaussures quand j'ai décidé de prendre une bière. J'ai ouvert le frigo, attrapé une 1664, et c'est là que je l'ai vue. Un ticket froissé, à moitié caché sous un paquet de serviettes en papier de livraison. Je n'y ai presque pas prêté attention. Camille n'était pas négligente, elle ne laissait jamais traîner les choses. Mais quelque chose m'a interpellé. Je l'ai pris. Le restaurant L'Institut, à Lyon. Date, jeudi dernier. Payé en espèces. 2 plats. 2 verres de Saint-Joseph. Un dessert. Camille m'avait dit qu'elle était chez sa mère à Villeurbanne ce soir-là. Mon estomac s'est noué d'une manière qui ne trompait pas. Je me suis dit que ce n'était pas ce que je croyais. Peut-être un client. Peut-être une amie. Peut-être.
Je voulais y croire. Mais je savais que non. Quelque chose en moi, cette partie qui gérait des contrats à plusieurs millions et décelait les magouilles, me disait la vérité. Il fallait que j'en aie le cœur net. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le réveil. Le ticket était sur ma table de nuit, à côté de ma montre et de mon portefeuille. Je devais l'avoir sorti de ma poche avant de me coucher, mais je ne m'en souvenais pas. C'est dire à quel point ça me travaillait. Je l'ai pris, l'ai lissé contre ma paume. L'Institut. 2 plats. 2 verres de vin. Un dessert. Je l'ai regardé longtemps, retournant toutes les excuses possibles dans ma tête. Peut-être que ce n'était pas le sien. Peut-être que sa mère avait dîné là et que Camille avait récupéré le ticket par erreur. Peut-être qu'elle était vraiment chez sa mère et que c'était une coïncidence. Mais je savais que non. Camille ne payait jamais en espèces. Elle utilisait sa carte American Express Platinum pour tout, courses, café, même les parcs-mètres. Et il était hors de question que sa mère soit assise dans un restaurant chic du centre de Lyon à boire du Saint-Joseph avec un inconnu. Non. C'était celui de Camille. Et ça voulait dire qu'elle m'avait menti. Je me suis habillé comme d'habitude, jean brut, polo berger et fils, chaussures de sécurité. J'ai fait du café, sauté le petit déjeuner, et je suis parti au travail. Je suis entré au bureau, posé les clés de la voiture sur mon bureau, et j'ai essayé de me concentrer. Je n'y arrivais pas. À midi, j'ai abandonné la comédie. Je suis allé voir mon assistante. Léa Martin, 27 ans, vive comme l'éclair, gérait la moitié de ma vie sans transpirer. Il faut que je parte plus tôt, lui ai-je dit. Elle a haussé un sourcil. Toi, partir tôt? C'est une première. Affaire personnelle, ai-je répondu. Léa a haussé les épaules. Ok. N'oublie pas le rendez-vous chantier avec les architectes demain. J'ai hoché la tête, pris mes clés, et je suis sorti. J'ai garé mon Peugeot 3008 hybride 2 rues plus loin du bureau de Camille, rue de la République, hors de vue. Il était 16h45. Camille finissait à 17h30. Je n'avais plus qu'à attendre, alors je me suis calé dans mon siège, à observer le monde autour de moi. La rue de la République était toujours bondée à 7 heures. Les trottoirs grouillaient de salariés et de touristes sortant des cafés et des restaurants. Les trams passaient en grinçant, s'arrêtaient pour laisser monter et descendre les gens. Quelques cadres fumaient des cigarettes devant un bar à vin, leur rire perçant le bruit de la circulation. Je gardais les yeux rivés sur la porte de l'agence Moreau et Associés Immobiliers. À 17h37, elle est sortie. Camille avait l'air d'aller à un rendez-vous important. Robe blanche ajustée, escarpin louboutin à semelles rouges, cheveux ondulés. Pas sa tenue habituelle de bureau. Elle s'habillait toujours bien, mais là c'était différent. C'était calculé. Elle ne rentrait pas à la maison. Elle est allée directement à son Range Rover Velar blanc, l'a déverrouillé et s'est installée au volant. J'ai serré le volant quand ses feux stop se sont allumés. Je lui ai laissé 30 secondes d'avance avant de m'insérer dans la circulation. Camille a pris vers le sud, passé la presqu'île, s'est fondue dans le flux du centre-ville. Le ciel avait cette lumière dorée, le soleil descendant juste derrière les immeubles, faisant briller les façades de verre comme s'ils étaient en feu. Elle n'allait pas vers Villeurbanne, chez sa mère. Ni vers la maison. Elle continuait. Elle a traversé la Pardieu, tourné dans une rue plus calme. J'ai ralenti, restant en retrait tandis qu'elle se garait devant le service voiturier. L'hôtel intercontinental Lyon, le Grand Hôtel Dieu. Un boutique-hôtel haut de gamme. Pas le genre d'endroit où on rencontre un client. Mes mains se sont crispées sur le volant en la voyant descendre de voiture. Elle n'était pas pressée. Pas nerveuse. Elle a consulté son téléphone, fait défiler l'écran, et sourit. Comme si elle attendait quelqu'un. À 17h51, il est arrivé. BMW série 5 noir. Propre. Cher. Vitre teintée juste dans la limite légale. La porte conducteur s'est ouverte, et il est sorti. Grand. Cheveux bruns. Costume sur mesure bleu marine. Le genre de type qu'on croise dans le quartier des affaires, qui joue au golf le vendredi et boit du Macallan 18 comme de l'eau. Camille s'est dirigée vers lui. Et il l'a embrassé. Pas un baiser rapide. Pas un bisou poli. Un vrai baiser. Connu. Comme s'il l'avait fait 100 fois.
Comme si je n'existais pas. J'ai senti mon cœur battre dans ma gorge. Tout mon corps s'est raidi. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas mis la voiture au point mort. Je ne suis pas descendu. Je n'ai pas crié son nom à travers la rue. Je suis resté là. Parce que, à cet instant, tout a basculé. J'avais passé l'année précédente à planifier une vie avec cette femme. À signer des chèques pour traiteur, fleuriste, wedding plané. À l'écouter parler plans de table et destination de lune de miel. À sourire bêtement chaque fois qu'elle m'appelait son fiancé. Et pendant tout ce temps, elle faisait ça dans mon dos. J'ai expiré lentement, relâchant ma prise sur le volant. Ce n'était pas le moment de perdre mon sang-froid. Il fallait être malin. Je suis resté dans ma voiture devant l'hôtel un long moment, serrant le volant à m'en faire mal. J'ai vu Camille disparaître à l'intérieur avec lui. Ma fiancée. Celle que je devais épouser dans 2 semaines. Je n'étais même pas en colère. Pas encore. J'étais froid. Lucide. Et je savais exactement ce qu'il me fallait faire. Il me fallait des preuves. Il me fallait Moreau. Son bureau était à Vaux-en-Velin, coincé entre un prêteur sur gage et un kebab. Pas d'enseigne. Pas d'accueil. Juste une porte métallique avec un autocollant délavé, enquête Moreau, et un interphone qui marchait 1 fois sur 2. J'ai frappé 2 fois et je suis entré. L'odeur m'a frappé en premier, café froid, vieux papier, et fumée de cigarette. La clim tournait à fond, mais ça ne suffisait pas à chasser la chaleur lourde de Lyon qui filtrait par les stores ouverts. Et il était là, Moreau. Juste Moreau. Pas de prénom. Pas de bavardage. Ancien flic, peut-être fin 50, potané par des années de terrain sous le soleil. Il portait une veste en cuir malgré les 30 degrés dehors, et une gauloise sans filtre pendait entre ses doigts. « Vous êtes en avance » a-t-il dit en faisant tomber la cendre dans un gobelet en plastique à moitié plein de café brûlé. Je n'avais pas pris rendez-vous. Moreau s'est calé dans son fauteuil, m'observant. Son bureau était un chaos, pile de dossiers, ventilateur poussiéreux qui grinçait dans un coin, un téléphone fixe qui semblait sorti des années 80. Un meuble classeur cabossé trônait contre le mur, à côté d'un cendrier débordant de mégots. Je connaissais les types comme Moreau. Ceux qui avaient tout vu. Ceux qui ne posaient des questions que quand c'était nécessaire. « Vous êtes sûr de vouloir savoir » a-t-il demandé, la voix râpeuse comme du gravier. J'ai hoché la tête. Moreau a écrasé sa cigarette, ouvert un tiroir, pris un bloc-notes. Bon, racontez. Son nom ? Camille Moreau. Fiancé ? Pour l'instant. Il a grogné, tourné une page. Vous avez des raisons de la soupçonner ? J'ai expiré lentement, posant les coudes sur le bureau. Elle m'a dit qu'elle était chez sa mère jeudi dernier. J'ai trouvé un ticket de l'Institut, 2 plats, 2 verres de vin, payés en espèces. Moreau a griffonné. Autre chose ? J'ai fixé les taches de nicotine sur ses doigts. Je l'ai suivie hier. Elle est allée directement à l'Intercontinental, le Grand Hôtel Dieu. A retrouvé un homme. BMW série 5 noir. Grand, cheveux bruns. Ils se sont embrassés. C'était la première fois que je le disais à voix haute. Moreau n'a pas réagi. Il a juste hoché la tête, refermé le bloc. Vous avez une photo de lui ? J'ai sorti mon téléphone et le lui ai glissé sur le bureau. La photo était floue, prise à travers le pare-brise, mais suffisante. Moreau l'a regardée quelques secondes, puis me l'a rendue. Donnez-moi 1 semaine, a-t-il dit. 7 jours plus tard, je suis revenu dans le bureau de Moreau. Cette fois, il n'a rien dit. Il a juste sorti un dossier Kraft du tiroir et l'a posé sur le bureau. Je l'ai regardé longtemps avant de le prendre. Dedans, des photos. Camille et Monsieur BMW. Enregistrement d'hôtel. Dîner tardif. Rendez-vous sur parking. Tout daté. Elle a une routine, a dit Moreau en allumant une nouvelle cigarette. Elle va directement le rejoindre après le travail. Parfois restaurant, parfois hôtel. Toujours le même type. J'ai serré la mâchoire à m'en faire mal aux dents. Moreau a ouvert un second dossier. J'ai pensé que vous voudriez savoir qui c'est. J'ai baissé les yeux. Non, Étienne Laurent. Profession, gestionnaire de fonds spéculatifs. Bureau, Laurent et Partners Capital, quartier de la Pardieu,
Lyon. Résidence, appartement haussmannien avec vue sur le Rhône, quai Victor au Gagneur. Évidemment. Un financier. Le genre qui passe ses week-ends au golf, parle, tendance de marché, et, opportunité d'investissement. Le genre qui a trop d'argent et aucun sens de la loyauté. J'ai senti mes doigts s'enfoncer dans le dossier. Elle le voit depuis environ 4 mois, a ajouté Moreau en tirant sur sa cigarette. 4 mois. Ça voulait dire que pendant qu'on visitait les lieux de réception, elle le retrouvait à l'hôtel. Ça voulait dire que pendant que je payais son mariage de rêve, elle dînait avec lui. Ça voulait dire que pendant que je lui promettais un avenir, elle le jetait aux orties. Elle n'est même pas prudente, a poursuivi Moreau. Les femmes comme ça? Elles ne s'arrêtent pas. J'ai refermé le dossier. J'avais l'impression d'avoir un bloc de béton sur la poitrine. Je me suis levé. Combien je vous dois? Moreau a fait un geste de la main. Celle-là est pour moi, petit. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi? Il a souri. Parce que j'aime voir un homme se réveiller. J'ai hoché la tête. Puis je suis sorti. Je suis resté dans ma voiture plus d'1 heure, serrant le volant, fixant le dossier Kraft que Moreau m'avait donné. Toutes les preuves étaient là. Camille Moreau, ma fiancée, voyait un autre homme depuis 4 mois. Un gestionnaire de fonds. Un type avec une BMW série 5 noire et un appartement de standing sur les quais du Rhône. Pendant que je choisissais les faire-part, elle dînait avec lui. Pendant que je réservais la lune de miel, elle prenait des chambres d'hôtel. Pendant que je construisais un avenir, elle le réduisait en cendres. Je n'allais pas l'épouser. Ça, c'était clair. Mais partir en silence? Non. Elle m'avait humilié. Alors j'allais lui rendre l'appareil. Je suis rentré à notre appartement dans le 6e arrondissement, où tout était exactement comme je l'avais laissé. Camille n'était pas là, elle était à un essayage robe dans le Triangle d'Or, probablement en train de siroter du champagne avec ses demoiselles d'honneur, parlant du mariage comme si de rien n'était. Je suis entré et me suis assis au comptoir de la cuisine, fixant le marbre. Il y avait des choses que j'aurais dû ressentir, colère, chagrin, trahison. Mais je n'étais que concentré. Il me fallait un plan. Pas une confrontation explosive. Pas une crise émotionnelle. Quelque chose de propre. Quelque chose dont elle se souviendrait toute sa vie. Quelque chose qui la marquerait à jamais. J'ai pris un stylo et une feuille dans le bureau du salon et j'ai écrit. Camille. Je sais tout. Profite bien du mariage. Je n'y serai pas. C'était tout. Pas d'explication longue. Pas d'accusation. Pas de supplication. Juste la vérité. J'ai plié la lettre, glissée dans une enveloppe blanche toute simple, et scellée. J'ai passé les doigts sur le rabat, imaginant le moment où elle l'ouvrirait, à l'hôtel, devant 200 invités, sa famille, ses amis. J'imaginais son visage, le silence qui tomberait dans la salle. C'était parfait. Je ne partais pas simplement. Je laissais un cratère. Le lendemain, je suis allé chez mon frère à Villeurbanne. Mathieu Dubois, mon aîné de 3 ans, marié, 2 enfants. L'un d'eux était Lucas, mon neveu de 7 ans. Lucas devait être le porte-alliance. Il répétait sa marche, fier comme tout, parlant sans cesse de comment il allait porter le petit coussin blanc jusqu'à l'hôtel. Je me suis garé dans l'allée et j'ai coupé le moteur. Mathieu bricolait sa Renault Scénic, s'essuyant les mains quand il m'a vu descendre. « Salut » a-t-il lancé en jetant le chiffon sur l'établi. « Je savais pas que tu passais. » Je me suis approché, les mains dans les poches. « J'ai une faveur à te demander. » Mathieu a haussé un sourcil. « Quel genre ?» J'ai sorti l'enveloppe et la lui ai tendue. « J'ai besoin que Lucas remette ça pendant le mariage. » Mathieu s'est essuyé les mains sur son jean et m'a lancé un regard. « C'est quoi ?»« Quelque chose pour Camille. Elle comprendra en le voyant. » Il a froncé les sourcils, sentant que quelque chose clochait. « Antoine, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai expiré, fixant le sol. J'aurais pu tout lui raconter. Lui montrer le dossier, les photos, le laisser partager ma colère. Mais non. Parce que ce n'était pas pour obtenir de la compassion. C'était pour régler ça correctement. « Fais-moi confiance », ai-je dit. « Tu peux le faire ou pas ?» Mathieu m'a observé longuement, puis a hoché la tête. « Oui, je peux. »
Je me suis accroupi, appelant Lucas qui jouait au foot dans le jardin. « Eh, champion », ai-je dit quand il a accouru. « J'ai besoin de ton aide pour une mission très importante. » Son visage s'est illuminé. « Comme une mission secrète ?» Exactement. Je lui ai tendu l'enveloppe. « Au mariage, au lieu de porter les alliances, tu vas remettre ça au prêtre. » Lucas a hoché la tête, sérieux comme un pape. « Je peux le faire. » Je lui ai ébouriffé les cheveux. « T'es le meilleur. » Il est reparti jouer, et je me suis relevé, croisant le regard de Mathieu. « T'es sûr de toi ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. « Oui. » Et sur ces mots, je suis remonté en voiture et je suis parti. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. Pas juste une valise. Tout. J'ai sorti un grand sac de sport, rempli de vêtements, chaussures, tout ce dont j'avais besoin. J'ai pris mon ordinateur, mon passeport, mes papiers importants. Je n'ai rien laissé. Quand Camille est rentrée, tout était prêt. Et quand elle se tiendrait à l'hôtel à m'attendre, je serais déjà très, très loin. Le parc de la Tête d'Or n'avait jamais été aussi beau. Des rangées de chaises blanches bordaient la roseraie, face à un arche fleurie avec vue sur le lac. L'endroit était bondé, 200 invités, tous sur leur 31, s'éventant sous le soleil lyonnais. Un quatuor à cordes jouait doucement en fond, et des serveurs circulaient avec des plateaux de flûtes de champagne. Tout était parfait. Tout, sauf une chose. Le marié n'était pas là. Camille se tenait devant, rayonnante dans une robe sur mesure Ilissap. Cheveux ondulés, maquillage impeccable. Elle avait passé les 12 derniers mois à planifier ce moment dans les moindres détails, fleurs, menus, plans de table. Tout devait être parfait. Mais à mesure que les minutes passaient, quelque chose clochait. Les invités s'agitaient. Des murmures parcouraient la foule. Son père, Bernard Moreau, consultait sa montre. Sa mère, Isabelle, serrait son verre de champagne, chuchotant à une demoiselle d'honneur. Le prêtre, à l'autel, s'est raclé la gorge. Savez-vous combien de temps le marié va mettre ? Camille a esquissé un sourire crispé, serrant son bouquet. Il va arriver. Il est juste en retard. Elle se trompait. Parce que je n'arrivais pas. À 16h15 précise, la musique a changé. Tout le monde s'est tourné, s'attendant à me voir remonter l'allée. Mais c'était Lucas. Mon neveu de 7 ans. Il avançait avec précaution, comme il avait répété, mais au lieu du coussin d'alliance, il portait autre chose, un petit plateau d'argent avec une enveloppe blanche posée dessus. Des murmures ont parcouru l'assemblée. Regard perplexe. Camille a froncé les sourcils, baissant les yeux sur Lucas qui s'est approché du prêtre et a tendu le plateau. Le prêtre a hésité, jeté un regard autour de lui, puis pris délicatement l'enveloppe. Ses sourcils se sont froncés en dépliant la lettre. Silence. Puis il s'est raclé la gorge et a commencé à lire. Camille, je sais tout. Profite bien du mariage. Je n'y serai pas. Les mots sont restés suspendus comme une bombe. Halètement. Frisson collectif. Murmures affolés. Le visage de Camille a blêmi. Elle a vacillé, serrant son bouquet. Pour la première fois de sa vie, Camille Moreau avait perdu le contrôle. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Puis ses jambes ont flanché, et elle s'est effondrée. Là, devant 200 invités horrifiés. Les demoiselles d'honneur se sont précipitées. Sa mère a crié. Le prêtre a reculé, tenant encore la lettre comme un objet radioactif. Le chaos s'est installé. Isabelle Moreau s'est tournée vers mon frère Mathieu, la voix tremblante. Où est-il ? Où est Antoine ? Mathieu a secoué la tête. Parti. Et il avait raison. Parce que quand Camille a touché le sol, j'étais déjà à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, en train d'embarquer pour Genève. L'avion sentait l'air recyclé et l'eau de Cologne. Je me suis installé côté hublot, posant la tête contre la vitre froide. Je n'avais avec moi qu'un sac de sport, mon téléphone, et un billet aller simple. J'ai éteint mon téléphone avant même le décollage. Pas de message. Pas d'appel. Pas d'explication. J'étais parti. Et Camille ne me reverrait jamais. J'ai atterri à Genève juste avant le coucher du soleil. En descendant de l'avion, j'ai senti le poids sur ma poitrine se desserrer, pas complètement, mais assez pour respirer à nouveau. L'air était différent,
frais et pur, chargé d'odeurs de sapin et de pluie lointaine. Rien à voir avec l'air lourd et humide de Lyon. J'ai loué une voiture, une Peugeot 308 grise, et j'ai roulé vers le sud en direction d'Annecy. C'était 2 heures par l'autoroute, mais ça ne me dérangeait pas. Les Alpes s'étendaient à ma droite, sommets enneigés dominant l'horizon. C'était la première fois depuis longtemps que j'avais l'impression d'aller vers quelque chose plutôt que de fuir. Quand je suis arrivé à Annecy, le ciel était violet profond, les lumières de la ville scintillaient contre les contreforts. J'ai pris une chambre dans un motel près de la route d'Annecy-le-Vieux, commandé un burger dans un petit resto appelé le Chalet, et je suis resté seul dans ma chambre à fixer le plafond. Pas d'appel. Pas de message. Personne ne savait où j'étais. Et c'était exactement ce que je voulais. Le lendemain matin, j'ai recommencé à zéro. Je suis entré chez Alpes Construction, une entreprise de taille moyenne connue pour ses chantiers commerciaux dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le genre de boîte qui valorise les compétences plus que les CV. Le patron, Michel Berger, était un vieux de la vieille du BTP, barbe grise, main calleuse, portait la même veste quechua tous les jours. Il m'a jaugé quand je suis entré dans son bureau, puis s'est calé dans son fauteuil. « Vous avez déjà construit en montagne ?» a-t-il demandé. « Non, monsieur. J'ai passé la plupart de mon temps à Lyon. Immeuble de grande hauteur, stade, zone d'affaires. » Il a hoché la tête, mâchant un cure-dent. « C'est un autre métier ici. Charge de neige, vent, mouvement de terrain. Pas comme sur du plat. J'apprends vite. » Michel m'a observé longuement, puis a sorti un dossier. « On a un projet à Chambéry. Développement mixte. Il me faut un gars qui gère les plannings et empêche les sous-traitants de s'entretuer. 75 000 € par an. Vous prenez ou vous laissez. » Je l'ai pris. Et comme ça, j'avais un boulot. L'année suivante, j'ai gardé une vie discrète. J'ai acheté une petite maison à l'ouest d'Annecy, près du lac et des contreforts. Pas grand-chose, 2 chambres, garage, terrasse avec vue sur les montagnes, mais c'était à moi. J'ai échangé mon Peugeot 3008 contre une Dacia Duster. Pas besoin de quelque chose de clinquant. Je suis resté hors réseaux sociaux, tête baissée, travailleur. Si on me demandait pourquoi j'avais quitté Lyon, je disais que je voulais changer d'air. Personne n'insistait. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne regardais plus par-dessus mon épaule. Puis j'ai rencontré Sophie Bernard. C'était sur le projet de Chambéry, environ 6 mois après mon arrivée. Elle était ingénieure structure, une des meilleures avec qui j'ai travaillé. Intelligente, directe, connaissait son métier sur le bout des doigts. La première fois que je l'ai vue, elle était sur le chantier en casque et chaussures de sécurité, en train de se disputer avec un sous-traitant sur un mur porteur. « Vous ne pouvez pas ajouter une découpe supplémentaire pour la plomberie, disait-elle, main sur les hanches. Vous compromettez la structure, tout devient inutile. » Le plombier a levé les yeux au ciel. « Ça fait 20 ans que je fais ça, madame. » Sophie n'a pas scié. « Et moi j'ai un master en génie civil. Donc à moins que vous ayez personnellement réécrit les lois de la gravité, on fait à ma façon. » Je me souviens d'avoir souri intérieurement, elle a du caractère. Quand le plombier est parti furieux, je me suis approché. « Vous vous êtes fait un nouvel ami, ai-je dit. » Elle a soupiré. « Les hommes deviennent susceptibles quand on leur dit qu'ils ne savent pas tout. » « Oui, ai-je répondu, c'est vrai. » Elle a souri. « Content que vous le reconnaissiez, Dubois. » J'ai haussé un sourcil. « Vous connaissez mon nom ? Je lis les rapports de chantier. Contrairement à certains. » Et là, elle a capté toute mon attention. Sophie était l'opposé de Camille à tous points de vue. Là où Camille était sophistiquée, Sophie était pragmatique. Là où Camille soignait les apparences, Sophie se fichait de tout ça pourvu que le boulot soit bien fait. Elle ne jouait pas. Elle n'était pas là pour l'argent ou le statut. Elle était simplement elle, et ça, je n'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin. On a commencé à prendre des cafés après les réunions. Puis des déjeuners. Puis un jour, elle m'a invité à randonner. Je ne randonne pas, lui ai-je dit. Vous vivez en Savoie maintenant. Vous randonnez. Alors j'ai acheté des chaussures quechua, un sac à dos, et je l'ai suivi dans le massif des Bauges. Quand on est arrivé au sommet, j'étais essoufflé, en sueur. Sophie a juste souri. Tu vois ? Pas si terrible. J'ai ri.
Je te déteste. Non, c'est faux. Elle avait raison. On a commencé à sortir ensemble. Pas de dîner chic. Pas de plan compliqué. Juste du temps simple et facile, tacos dans un food truck, soirée film sur son canapé, commentaires sur les émissions de télé-réalité pourries. C'était la relation la plus naturelle que j'avais jamais eue. Pas de pression. Pas d'attente. Pas de doute. Et 1 an plus tard, je lui ai passé la bague au doigt. Petit mariage. Pas d'église, pas de grands discours, pas de liste d'invités interminable. Juste nous deux, dans un champ près de Taloir, disant les seuls mots qui comptaient. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais heureux. Longtemps, j'ai cru l'avoir semé. Nouvelle ville, nouveau boulot, nouvelle vie. J'avais tout bien fait, pas de réseaux sociaux, pas de contact avec les amis communs, aucune trace reliant à mon ancienne vie à Lyon. J'avais disparu. Mais Camille? Ce n'était pas le genre de femme à lâcher prise. J'aurais dû le savoir, qu'elle viendrait me chercher. Au début, je n'ai rien entendu. Pendant des mois après le désastre du mariage, j'attendais une réaction, message rageur, mais, peut-être quelqu'un devant ma porte. Rien. Je me suis dit qu'elle était trop humiliée pour affronter ça. Qu'elle avait ramassé les morceaux et continué, comme moi. Puis, environ 6 mois après mon installation à Annecy, j'ai reçu un appel de mon frère Mathieu. Tu ne vas pas y croire, a-t-il dit, la voix entre amusement et agacement. Je me suis calé dans mon fauteuil, regardant le lac d'Annecy par la fenêtre. Vas-y. Camille traîne ton nom dans la boue. Elle raconte à tout le monde que tu l'as laissée à l'hôtel parce que tu la trompais. J'ai presque ri. C'est fort. Attends, c'est pas fini, a poursuivi Mathieu. Elle a pris un avocat. Maître Delorme. Ce nom m'a fait redresser. Delorme était l'un des meilleurs avocats en contentieux civil de Lyon, le genre qui ne prenait une affaire que si la valoir était à 6 chiffres. Et que Camille l'ait engagé voulait dire une chose. Elle voulait la vengeance. J'ai fait mes recherches. Delorme n'était pas juste un avocat cher, c'était le type qui ne se contentait pas de gagner, il enterrait ses adversaires si profonds qu'ils ne pouvaient plus ressortir. Et c'est exactement ce que Camille payait pour obtenir. Elle a commencé petit. D'abord, elle a déposé une plainte pour diffamation, prétendant que ma lettre avait, irrémédiablement porté atteinte à sa réputation. Qu'elle avait subi un préjudice moral à cause de l'humiliation que je lui avais infligée. Que sa carrière en avait souffert, ses amitiés ruinées, toute sa vie déraillée à cause de moi. La plainte était risible. En France, on est en régime de consentement unique pour les enregistrements, et même si j'avais diffusé toutes les preuves de sa tromperie, ça n'aurait pas été illégal. Mais ce n'était pas pour gagner. C'était pour me ramener dans son orbite. Puis sont venues les rumeurs. Elle racontait que j'avais été violent. Que je l'avais isolé, que je l'avais manipulé émotionnellement. Qu'elle avait eu si peur de moi qu'elle n'avait jamais osé rompre, même quand elle savait que c'était une erreur. Tout était une mise en scène, soigneusement calibrée pour faire d'elle la victime. Certains y croyaient. D'autres non. Mais ça n'avait pas d'importance. Parce que je n'étais pas là pour me défendre. Et ça la rendait folle. La plainte n'est jamais allée loin. D'une part, elle n'avait aucun fondement. D'autre part, elle ne pouvait pas me trouver. Pas d'adresse connue, pas de réseaux sociaux, aucune trace numérique. Je m'étais enterré si profond à Annecy qu'aucun avocat lyonnais, même puissant, ne pouvait me déterrer. À un moment, elle a même essayé de faire pression sur Mathieu pour qu'il lui dise où j'étais. Tu crois que je lui ai dit, a ri Mathieu au téléphone. Je l'ai laissé perdre 1 heure de sa vie, puis je l'ai envoyé balader. Elle avait de l'argent, des relations, et de la haine à revendre. Mais elle n'avait aucun moyen de m'atteindre. Et ça ne faisait que la rendre plus furieuse. Puis, un jour, elle m'a trouvé. C'était un jeudi d'octobre, environ 2 ans après mon départ de Lyon. J'étais en train de prendre un café dans un petit endroit appelé le Café des Alpes, en centre-ville d'Annecy. Un trou dans le mur qui sentait toujours l'espresso frais et la cannelle. J'étais dans la file, attendant mon café noir et mon croissant, à faire défiler mes pros. Je ne l'ai pas vue tout de suite. Pas avant d'entendre cette voix familière et tranchante. Eh bien, eh bien. Regardez qui a enfin arrêté de fuir. Je me suis retourné. Et elle était là. Camille Moreau. À 1 mètre de moi,
tenant un sac Chanel, vêtue d'un manteau en laine ajusté et d'escarpins qui n'avaient rien à faire en Haute-Savoie. Pendant une seconde, je l'ai juste regardée. Je n'étais pas choqué qu'elle m'ait trouvé. J'étais choqué qu'elle s'obstine encore assez pour essayer. Son visage était le même, mais quelque chose avait changé. La confiance, l'arrogance étaient toujours là, mais maintenant il y avait autre chose dessous. Du désespoir. Comme si elle avait passé 2 ans à courir après un fantôme, et maintenant qu'elle l'avait rattrapé, elle ne savait plus quoi en faire. J'ai bu une gorgée de café lentement. Camille. Ses lèvres se sont pincées. C'est tout ce que tu as à dire? J'ai jeté un œil au barista qui nous observait avec curiosité à peine voilée. Pas vraiment l'endroit pour une discussion, tu crois? Camille a laissé échapper un rire sec. Oh, je pense qu'on a largement de quoi parler, Antoine. J'ai soupiré, posé mon café. D'accord, ai-je dit. Alors parlons. Et je suis sorti, pas pour fuir, pas pour échapper, mais pour mettre fin à tout ça une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai pas invité à entrer. Je n'ai pas eu besoin. Camille Moreau n'avait jamais attendu la permission de sa vie, et elle n'allait pas commencer maintenant. Elle m'a dépassé pour entrer dans la maison, ses escarpins claquant sur le parquet, apportant avec elle un parfum de luxe et de chaleur lyonnaise. J'ai refermé la porte derrière elle, calme, posée. Elle s'attendait à autre chose. Elle s'attendait à me trouver seule. Elle s'attendait à trouver un homme qui avait fui ses problèmes et n'avait rien à montrer. Au lieu de ça, elle a trouvé un homme qui avait tourné la page. Ses yeux ont balayé la pièce, le séjour ouvert, la cheminée en pierre, les photos de mariage encadrées sur le manteau. L'une en particulier a attiré son attention. Une photo de Sophie et moi, prise le jour de notre mariage à Talloires. Simple. Pas de grande robe blanche. Juste nous deux, dans un champ avec les montagnes en arrière-plan. Le visage de Camille a pâli. Tu es marié? J'ai souri. Oui. Elle a cligné des yeux, comme si le mot n'avait pas de sens. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Je voyais les rouages tourner, la façon dont elle essayait de réécrire l'histoire dans sa tête, de faire coller ça avec le récit qu'elle s'était construit sur moi. Finalement, elle a laissé échapper un petit rire incrédule. Ça a été vite. Pas vraiment, ai-je répondu. Ça fait 2 ans. Elle a passé une main manucurée dans ses cheveux, essayant de reprendre le contrôle. Eh bien, je suppose que je n'aurais pas dû être surprise. Tu as toujours été impulsif. J'ai haussé un sourcil. Impulsif? Elle a croisé les bras, relevant légèrement le menton. Antoine, ne faisons pas comme si tu avais géré ça en adulte. Tu m'as laissé à l'hôtel. J'ai expiré lentement, secouant la tête. Non, Camille. Tu as tout gâché le jour où tu as décidé qu'une bague de fiançailles ne voulait rien dire. Son expression s'est assombrie. Je voulais juste profiter d'un peu de liberté avant le mariage. Ça ne signifiait rien. Je l'ai regardée, attendant. Elle a soupiré, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Et puis, a-t-elle ajouté, je ne t'ai pas légalement trompé. Là, ça a été la goutte. J'ai laissé échapper un rire bref, sans joie, puis je me suis dirigé vers la cuisine. Elle a hésité, puis m'a suivi, talons toujours claquant comme si elle entrait dans une salle de réunion. J'ai pris une tasse en céramique dans le placard et servi un café frais de la cafetière en inox sur le plan de travail. Sans précipitation. Aucune tension dans le corps. Parce que j'avais déjà gagné. Camille s'est appuyée contre le comptoir, m'observant. Tu m'as humilié, a-t-elle murmuré, la voix tranchante. J'ai bu une gorgée lentement. Vraiment? Sa mâchoire s'est crispée. Tu as ruiné ma vie, Antoine. Tu sais comme ça a été difficile de tout réparer après que tu es parti en courant? Tu sais combien de questions j'ai dû affronter? Combien de gens j'ai dû convaincre que je n'étais pas une mariée abandonnée? J'ai posé ma tasse. Tu leur as parlé d'Étienne Laurent? Sa bouche s'est fermée net. J'ai hoché la tête. Je ne pensais pas. Elle a secoué la tête, expirant bruyamment par le nez. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. Je pensais? Elle s'est arrêtée, détournant le regard. J'ai penché la tête. Quoi? Tu pensais que je serais encore misérable? Perdu? Que je serais dans un bar à noyer mes problèmes? Elle n'a pas répondu. Et là,
j'ai compris. Camille n'était pas venue pour tourner la page. Ni pour s'excuser. Elle était venue pour gagner. Elle avait passé 2 ans à courir après mon fantôme, à engager des avocats, à répandre des mensonges, à essayer de s'assurer que je souffre pour ce que je lui avais fait. Et maintenant, debout dans ma cuisine, regardant la tasse de café de ma femme sur le plan, les photos encadrées au mur, la vie que j'avais reconstruite sans elle. Elle réalisait enfin qu'elle avait perdu. Et elle ne supportait pas ça. Je suis passé devant elle et j'ai ouvert un tiroir du bureau dans le salon. Dedans, un dossier Kraft. Le même que Moreau m'avait donné à l'époque. Celui que j'avais gardé, pas par rancune, mais parce que je savais que ce jour viendrait. Je l'ai pris et je suis revenu vers Camille, le lui tendant. « Regarde bien », ai-je dit. Je l'ai jeté sur la table basse. Le dossier a glissé sur la surface lisse, s'arrêtant juste devant elle. Les doigts de Camille ont tremblé. Elle a hésité, puis l'a lentement ouvert. Son visage a blêmi. Dedans, les photos. Datées. Camille et Étienne Laurent à l'Institut. Camille enregistrant une chambre à l'Intercontinental. Camille et Étienne sur le parking, bien trop proches. 4 mois de preuve. Elle les a feuilletés en silence, respiration irrégulière. Puis elle a levé les yeux vers moi, ses yeux verts plus froids que je ne les avais jamais vus. « Tu les as gardés ?» ?»« Bien sûr. » Sa lèvre a frémi. « Pourquoi ?» J'ai haussé les épaules. « Parce que je savais que tu finirais par faire ça. » Un long silence s'est installé. Elle a dégluti difficilement, refermé le dossier, passé une main tremblante dans ses cheveux. « Tu crois que ça te rend meilleur que moi ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Non, Camille. Ça me rend juste plus malin que toi. » Elle m'a fixé longtemps. Puis, enfin, elle s'est levée, attrapant son sac Chanel sur le comptoir. Sans un mot de plus, elle s'est dirigée vers la porte. Elle a posé la main sur la poignée, comme si elle voulait ajouter quelque chose. Mais elle a ravalé ses mots. Puis elle a ouvert la porte, sorti, et refermé derrière elle. Je suis resté là un moment, écoutant le bruit de ses talons s'éloigner dans l'allée. Puis je suis retourné à la cuisine, j'ai repris mon café, et je me suis assis à la table. Aucune tension. Aucune colère. Juste la paix. Camille Moreau était partie. Et je ne l'ai jamais revue. Partagez votre opinion dans les commentaires, pensez-vous qu'elle aimait vraiment le héros ou qu'il faisait simplement partie de son projet de « vie idéale » ? Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un « j'aime ».